Ça fait 4 mois qu'F1 25 est sorti et j'ai mis le doigt sur un ou deux trucs. J'ai compris, j'ai la vision, comme disent les jeunes, et je sais pourquoi je l'aime pas. Alors oui, vous allez me dire, ah Clippy, t'en remets une salve, tu casses les couilles. Oui, mais non. Parce que c'est plein de compréhension et d'avenance que je viens vers vous. Et ça reste intéressant d'avoir une discussion comme ça parce que j'avais intérieurement l'intime conviction que les choses allaient s'arranger au fur et à mesure. Donc on va pas traîner, tu vas me mettre sur l'onglet pas actif ou tu vas me mettre sur ton second écran, ton téléphone, va fermer tes camas sur Dofus, va fermer tes crédits dans Gran Turismo. Je suis une vidéo de fond. Mais juste avant de faire ça, c'est par là. C'est absolument parfait, la saveur tangerine tarantula, ainsi que ces incroyables produits dérivés. Je suis un génie. Hein? Fais pas le con, Birkin. On sait que c'est toi qui as la nouvelle saveur tangerine tarantula, ainsi que le restock des pots qui s'affiche à l'écran. Donne tout et ça va bien se passer. Non, vous devrez faire comme tout le monde, attendre qu'ils soient en stock et utiliser le code Clippy pour 10% de réduction. Hein? Wow, du calme, inspecteur, la 10% de bavure. réduction avec le code Clippy. Colis sécurisé. On y va. j'en ai parlé tellement souvent, que ce soit en stream, en vidéo, IRL aussi. Le problème que j'ai avec Formula One n'a jamais été la conduite. Même si pour moi le gold standard de la conduite à monoplace accessible mais challengeante quand même reste à MS2, Formula One n'a, à mon humble avis, pas donné une seule mauvaise expérience depuis 2010. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y en a clairement des moins bonnes que d'autres, il y en a des moins précises que d'autres, mais depuis F1 2010, on a vraiment eu que des softs qui se conduisaient dans leur globalité plutôt bien. Il y a par contre eu un clair shift dans la direction que Codemaster avait en 2022. Et là, les gens sautent en général à l'évidence, c'est la faute d'Electronic Arts. Parce que c'est les coupables parfaits, ils arrivent en 2021, bon le jeu était déjà en cours de développement avant le rachat, donc l'éditeur peut mettre ses sales pattes que sur l'épisode d'après. Et c'est pas illogique de penser qu'Electronic Arts a eu des choses à dire pour le 22. Et si c'est pas tout à fait faux, parce que la monétisation agressive, comme j'aime à l'appeler, typique d'Electronic Arts, arrive justement dans le 22 avec les conneries de canapé là, je vois pas ce qu'Electronic Arts viendrait foutre avec la conduite étant donné qu'ils peuvent pas la micro-transactionner. Et c'est plus un problème 100% Codemaster à mon humble avis. Pour deux raisons. La première, c'est parce que Codemaster a plusieurs studios et que un an sur deux, c'est pas le même studio qui s'occupe de Formula One. Et comme par hasard, un an sur deux, les gens se plaignent encore plus que l'année précédente. Et la seconde raison, en fait, le vrai problème, c'est que Codemaster a fait la pire chose au monde. Ils ont décidé d'écouter le feedback de tout le monde. C'est marrant justement parce que tout le monde est d'accord pour donner comme feedback général que c'est nul, mais pas tout le monde est d'accord pourquoi. Les joueurs e-sport par exemple se plaignent de problèmes de régularité dans la physique, comme quoi le même input au même endroit marche parfois pas de la même manière. Ils plaignent aussi du comportement trop arcade des voitures. C'est là qu'on voit que ça fait un moment que les gens ont pas joué à Daytona USA, Outrun, Sega Rally Championship. Le mot arcade, comme le mot simulation, il veut plus rien dire. Tu peux demander à 10 personnes ce qui pensent que c'est de l'arcade et ce qui pensent que c'est de la simulation, tu vas avoir 11 réponses différentes. Et me lancez pas sur le mot simcade, je pense que je vais péter une durite. Les joueurs qui cherchent le réalisme à tout prix se plaignent de la traction, du grip qui est trop haut et du poids ressenti de la voiture, et le grand public, quant à lui, cherche une expérience qui est ok à la manette et gratifiante immédiatement pour le joueur, quel que soit le niveau. Et sur ce spectre de joueurs que je viens de décrire, il y en a beaucoup qui ont des demandes qui sont légitimement bonnes, qui vont légitimement profiter au jeu et à l'équipe de développement. Mais le problème, c'est que toutes ces demandes-là ne sont pas panachables. Si quelqu'un veut du réalisme à outrance, on peut pas aussi lui fournir une expérience accessible à la manette et gratifiante immédiatement. Si quelqu'un veut une expérience e-sport solide et équitable, ça va directement à l'encontre de quelqu'un qui chercherait du réalisme à outrance, parce que le sport automobile est par définition injuste et que même dans des spec series, dépendant de combien vous avez forqué, Mechachrome vous filera pas le même moteur. D'ordinaire, je partirais là maintenant tout de suite sur une tangente, comme quoi le multi-compétitif ruine toutes les expériences solo, que les joueurs e-sport sont vraiment pas les gens à écouter dès lors qu'il s'agit d'un jeu à licence grand public, truc que tout le monde a l'air d'avoir oublié, mais pas là. Pas là parce que si je me plaignais de ça, ça voudrait dire que je me plains du comportement des voitures en piste. Et c'est pas le cas. Je maintiens que s'il est pas excellent, loin d'être excellent, il est
plus que tolérable. Il est médium plus. Si l'avis général, c'est que le 19 et le 20 sont les meilleures expériences de conduite globale pour Codemaster et que le 2020 est le meilleur jeu en tout et pour tout, le 2023 est cité par beaucoup comme étant le meilleur, moins pire, dans la génération effet de sol. Même si, à la vérité, si vous êtes joueur pad ou avec assist, salut, c'est sûrement un des pires, les aides passives, celles que vous pouvez pas virer foutant la merde avec le traction control activé, mais malgré tout, j'ai pu conduire autour de ça. Ma philosophie étant que chaque année IRL apporte son lot de différences techniques et que chaque voiture, bien qu'étant une continuité de la voiture de l'année précédente, présente des nouveaux challenges à dompter. Donc je m'adapte à la conduite de la voiture et par conséquent du jeu plutôt que de râler que la voiture est faite pour Yarno. M'arrive aussi assez souvent de modifier le jeu, je l'ai déjà montré en stream, que ce soit par un mode directement ou avec des tables cheat engine, ce qu'on peut plus faire maintenant depuis qu'Electronic Arts a décidé de rajouter un anti-cheat. Merci beaucoup. Bref, vous l'aurez compris, j'arrive à composer avec la conduite, soit-elle lourde, soit-elle rigide et à l'opposé complet de ce qu'une Formule 1 a l'air d'être. Par contre, il y a un truc avec lequel j'arrive beaucoup moins à composer, et pour le coup, F1 23 c'est le début de la fin, c'est les menus. Bon alors, j'ai décidé de dire menu, mais le problème est beaucoup plus large que ça en vérité. Ce fut un temps entre le lancement du jeu sur Steam et le moment où j'étais dans mon baquet, c'était aussi rapide qu'une nuit avec mon ex. Là aujourd'hui, les choses sont non seulement plus lentes, mais aussi plus compliquées. En mettant de côté le fait que les jeux pèsent de plus en plus lourd sans raison apparente d'année en année, la présentation, tout en étant moins bien qu'avant, prend de plus en plus de place dans les menus, au point où la dite présentation doit ralentir et confusionner, je vous jure que c'est un vrai mot, le joueur. T'as l'impression que on est revenu à un temps où on n'a plus le droit de faire des menus simples, des menus où toutes les options sont à portée de doigt. Au contraire, il faut en foutre plein la gueule aux joueurs dès l'entrée. Regarde, boum, le front d'Hamilton. Surtout que ça a l'air taxant parce que ça force un micro temps de chargement caché avec une transition de merde. Là où F1 2010, F1 2011, Grid, Colin McRae Dirt 1 avaient des menus 3D plus immersifs, plus charmants et qui réussissaient à pas cacher n'importe quel mouvement avec un micro temps de chargement. C'est ces conneries encore. Là, on va me dire Clippy, tu pinailles, c'est pas si important. Si, les fonctions importantes, celles du jeu, sont pas directement devant vous. Si vous voulez juste faire un grand prix comme ça, c'est bien, mais vous trouverez pas ça dans le menu principal. Faut aller dans F1 Life, il faut que tu choisisses ton putain de pilote et d'équipe préférée dans la fan zone parce que apparemment c'est super important, hein. Faut scroller tout à droite et voilà les modes de base qu'on veut tous gratter quand on a acheté le jeu pour la première fois. Super! Non! Et même le menu de pause est catastrophique si tu le compares à ce qu'ils ont fait auparavant, au point où ils doivent être au courant parce que maintenant on a des niveaux de difficulté ou de complexité, devrais-je dire, pour les menus et les paramètres. Même le HUD maintenant est catastrophiquement large et confus. Regarde le peu d'espace que prenait le 2017 en comparaison, ou même le 2018. On n'a pas gagné en lisibilité, hein. On a juste perdu en immersion, parce qu'on me présentait l'info subtilement avant ça, et maintenant on essaye d'émuler la direction TV, ce qui a rien d'immersif quand t'es censé être le pilote. Il y a très peu, mais alors vraiment très peu de choses qui ont été faites pour la présentation en course, post-course, pré-course. On est plus ou moins sur les mêmes choses depuis, 5-6 ans maintenant. Mais toute la présentation des menus, elle est saturée. Plus le live service, il y a des barres de progression partout, des trucs relous et inskippables, et évidemment, pour te surstimuler un petit peu plus, un ingé qui te demande de remplir des tâches stupides en pleine course. Okay, mate, we need to save some ERS. Ah non, mais Jeff, va te faire enculer, hein. Félicitations à F1 25 de nous avoir fait perdre plus d'1 minute en comparaison avec Formula One 2018. Un temps perdu entre des menus moins navigables et un temps de chargement qui a été élongé pour des raisons que j'ignore, je suis pas développeur. Par contre, ce que je sais, c'est que ça, c'est de la frustration supplémentaire pour le joueur moyen. Joueur moyen qui a peut-être vu son jeu planter 2 ou 3 fois, ou peut-être 5 fois, comme ça m'est arrivé en stream, sur une seule session. Joueur moyen qui va se sentir d'autant plus frustré quand il entendra la délicieuse voix de Jeff. Alors revenons à ça, parce que j'avais pas fini ce point-là avant de m'interrompre moi-même. La première fois qu'on a rencontré les objectifs en course, j'ai vu ça d'un œil positif, je trouvais ça intéressant. Que Jeff ou Marc, dépendant si vous êtes en VO ou VF, me demande de l'ico ou de préserver la caisse, c'est chouette. J'aime avoir des problèmes à résoudre en course, si ces problèmes sont déterminants à la course. Lift and course parce que l'essence est critique, ok. Préserver les pneus pour la strat, ok. Rester dans un mode de batterie parce qu'on doit préserver la voiture sinon c'est DNF, c'est génial. Mais me demander de recharger la batterie à 42% alors que je suis en plein fight avec Piastri, ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas critique pour la course, c'est juste pour améliorer une stat dont je me branle allègrement parce que, à part si je simule une course, elle n'a pas d'impact sur mon gameplay. Après ceci dit, me demander de faire un truc au pire moment possible, c'est
super si vous êtes dans un roleplay Ferrari. On a des menus pensés pour impressionner plus que pour être utile, des barres de progression et des stats qui servent à rien, des tâches inutiles données aux joueurs en course comme en dehors. Le mode My Team par exemple qui, non content de vous enlever le choix d'être pilote et vous force à en recruter 2, que vous finissez par incarner de toute façon, vous en met plein la gueule avec du training de votre patron et autres petits détails qui, à l'époque, superficiellement me laissaient à penser que, y a peut-être quelque chose de cool là-dedans. Entre ça et le nouveau système de recherche et développement qui te forçait à privilégier un pilote plutôt qu'un autre, ou plutôt te laissait privilégier un pilote plutôt qu'un autre, je me disais que, vraiment, ils avaient rajouté une profondeur de gameplay en termes de... Non. Mais au final, après une saison, voire même une demi-saison, bah t'as vite fait le tour et tu te rends compte que la majorité des fonctions ne servent à rien et ne punissent pas le joueur si elles ne sont pas utilisées. Tu te rends compte de toute façon bien rapidement que ta R&D qui est genre super maxée maintenant est rapidement biaisée par le rubber banding des IA in-game. Et en vérité, ils ont raté une superbe opportunité parce que les fondations sont là pour un bon mini-élément de gameplay de gestionnaire couplé à une expérience de course médium plus, mais à moins que vous vous rendiez la vie outrageusement compliquée en réduisant les rates de points et de cash pour votre équipe tout en augmentant celui des IA, eh ben, une très grosse portion du rôle de gestionnaire dans le mode My Team peut être totalement ignorée. Et j'ai vaguement évoqué le rubber banding de l'IA, mais cette année, c'est encore plus abusé qu'avant. Les IA dans les sims, maintenant, t'as l'impression que c'est devenu réellement secondaire. T'as l'impression que le shift du multijoueur est tellement dominant que les IA deviennent une simple case à cocher. Ironique à l'heure où tout le monde demande à Grok si c'est vrai. Un jour en com, je me souviens plus si c'était la vidéo LMU, ACEVO ou F125, mais quelqu'un m'a dit c'est normal que les IA soient mauvaises, ce sont maintenant des jeux multi. Sous-entendu étant que, effectivement, maintenant tout le monde joue en ligne et que ça sert à rien de se casser le cul avec des IA. Et si ce qu'il dit est ultra représentatif de la manière dont le médium est perçu par les gens qui développent, je suis quand même pas d'accord. Il y a des softs qui sont multijoueurs et uniquement multijoueurs, des softs qui n'ont pas d'option pour jouer solo, et là je suis d'accord. Mais à la seconde où les développeurs décident d'ajouter des IA, si c'est une option rajoutée dans le jeu, d'autant plus quand ces jeux ont des modes carrière et donc la composante solo est vaste, ou dans le cas d'LMU, prévu pour être vaste parce qu'un mode carrière arrive début d'année 26, c'est alors pas déraisonnable de s'imaginer que cette composante solo sera fonctionnelle. Ce serait extrêmement mal reçu qu'un constructeur mette des clims qui marchent extrêmement mal dans leur bagnole, et après se justifie en disant « Non, mais en fait c'est une bagnole qui a été conçue plutôt pour rouler fenêtre ouverte qu'avec la clim. » Et dans F125, j'ai cru que ça allait. J'ai cru que sur le peu de courses, en 3 jours de jeu qu'on avait fait, l'IA était agressive, un peu con, parfois tolérable, parfois moins, mais un peu plus organique, parce qu'elle faisait des vraies erreurs et tout. Et en vrai, c'était jusqu'à ce que je me rende compte que sur des courses plus longues, il y avait des gros problèmes. Je sais pas si j'arriverai à retrouver les images de mon bordel qui est devenu le compte VOD, mais une fois en stream, je me suis rendu compte que les IA roulaient ultra chelou quand tu les voyais pas, notamment Verstappen, qui, une fois que j'avais perdu le contact visuel avec lui, roulait des temps plus rapides, soit, mais surtout ne perdait pas de temps au fur et à mesure de son relais. Ils sont plus vraisemblables que ça, hein. En même temps, quand la base est si bonne. Comment ça, Verstappen est en soft? Comment ça, il a encore 10 secondes d'avance? What? Hein? Alors, tout à l'heure, je disais, non, mais est-ce que le jeu se fout pas de ma gueule? T'es en train de me dire que ces temps autour ont quasiment pas bougé, malgré l'usure. L'IA roulait, peu importe son usure de pneus, au même rythme. Et c'est pas un incident isolé sur une course. C'est arrivé plusieurs fois, indépendamment du mode de jeu et de la difficulté. Le seul dénominateur commun, c'est que c'était sur des courses de plus de 25%. Et en relisant ça, je me rends compte qu'on pourrait croire que je dis sur des courses de 25% et moins, ça n'arrive pas. C'est juste que j'ai fait beaucoup moins de courses de 25% et moins, donc j'ai eu beaucoup moins de chances de voir ça. Donc vous avez peut-être une expérience tout à fait similaire avec des courses en 15 tours, on sait pas. Si le jeu veut pas que tu gagnes pas. Le rubber banding, c'est une manière pas ouf de garder le joueur au centre de l'action. Plus souvent, on donne plus de rythme aux IA ou moins de rythme aux IA, et basta. C'est imparfait quand les limites sont très visibles, genre dans Underground 1, où le jeu est impossiblement difficile avec une voiture tunée au max, mais soudainement quand tu vas dans une Dodge Néon pas tunée, tu peux mettre la fessée à tout le jeu. Et des fois, ça marche pas trop mal, genre dans Gran Turismo 7, la fonction boost, quand elle est réglée sur léger dans les courses custom, peut rendre des courses vraiment cool. Et là, c'est d'un autre level, c'est vraiment une interdiction de victoire. La disparité est folle entre les IA qui sont boostés pour t'empêcher de gagner et les autres qui roulent dans un rythme qui est parfois juste similaire au tien. Encore une fois, en wheel to wheel, quand elles sont proches, le comportement est sûrement meilleur qu'il l'a jamais été dans la série. Mais dès qu'elles disparaissent,
il n'y a plus de garde-fou. Hein. Et quand j'ai parlé du jeu, initialement, j'ai dit que les IA avaient pas l'air de réagir au même set physique que le joueur. J'ai découvert qu'effectivement c'était le cas. Les pneus des IA ne s'usent pas. On programme une perte de performance graduelle dans les temps autour pour émuler ça. De la même manière, leur ERS est infini et elle l'utilise constamment en ligne droite. Même sur le mouillé, l'IA n'a aucun problème comme le joueur peut en avoir un parce que le système de traction control de l'IA n'est pas le même que celui du joueur. Oui, l'IA joue avec le TC et l'ABS. Trop long, j'ai pas lu, les IA trichent. Et là où avant c'était quelque chose que tu pouvais corriger avec une table cheat engine pour rééquilibrer les choses ou te donner un avantage injuste, hein, on sait pas. Aujourd'hui, le jeu te laisse pas jouer si t'as Wiimote ou cheat engine de lancer. Voilà, plutôt que de juste interdire le online, on t'interdit le jeu en entier. Formidable. Conclusion, les jeux Formula One, ils ont changé. On est passé d'un jeu dont l'expérience principale était le solo, un jeu dont le plaisir de conduite était primordial, à un compromis de conduite qui fait plaisir à personne. La présentation n'évolue pas autour du joueur, mais autour de la gadgetisation des expériences vidéoludiques modernes, en te filant moult barres à remplir et aucune récompense intéressante réellement. Le jeu est de plus en plus un calvaire d'ergonomie et de surstimulation, et à oublier les fondamentaux d'un jeu de course. Et du coup, finalement, quand j'y regarde bien, je trouve que la seule chose que Formula One fait pas mal, c'est la conduite. Qui, encore une fois, est pas bonne non plus. Elle est juste tout sauf catastrophique. Je suis inquiet pour Codemaster. Pas parce que j'ai un amour fou pour ce qu'ils font, mon historique avec eux s'arrête à Grid et TOCA Race Driver 3, en dehors de Formula One, mais parce que je pense qu'ils vont finir en studio de soutien pour une franchise EA quelconque. Quand, pas si, quand ils perdront la licence Formula One. Parce qu'avec les chiffres qui font que chuter, en vente, en termes de joueurs concurrents, etc., l'opinion du public qui passe son temps, à raison comme à tort, à taper sur le jeu, et les studios concurrents, notamment tous ceux sous le parapluie de la Team iRacing qui, s'ils prouvent leurs compétences avec NASCAR 25 et IndyCar 26, pourraient éventuellement shipper la licence, et à la place de Codemaster, je baliserais, moi. Mais c'est peut-être ce qu'il faut, parce que souvent, quand on parle de cet éternel débat de oui, il y a le méchant éditeur et les gentils développeurs, on a tendance à oublier que, là je parle de Codemaster, mais Codemaster, c'est une entreprise, c'est une entité. Et les gens qui ont fait que TOCA Race Driver 3 est un de mes jeux préférés, ou que F1 2010 et Grid ont cette ambiance si charmante, ils peuvent partir qu'on n'en saurait pas grand-chose. Parce que nous, on est vraiment externe à tout ça, et tout ce qu'on voit, c'est Codemaster. C'est un peu comme on voit Bethesda, ou un peu comme on voit Kuno Simulation. On associe ça à quelque chose de positif, en ne sachant pas si les gens qui nous ont donné ces souvenirs positifs, cette association positive, sont toujours là. À la vérité, entre 2022 et 2025, il y a énormément d'employés Codemaster qui se sont soit barrés, ont été virés ou ont fini par être fusionnés avec un autre studio. Par exemple, Codemaster Cheshire a fusionné avec Criterion Games. Il y a énormément de gens, après la perte de la licence WRC, il me semble que c'était Codemaster Birmingham qui s'occupait de ça, qui eux se sont barrés ou se sont retrouvés licenciés, et il y en a quand même un certain nombre qui sont maintenant en train de travailler avec la Team Supernova. Ceux qui développe Assetto Corsa Rally. Ça se voit. Parlera d'Assetto Corsa Rally quand l'Early Access sera disponible. Il me semble que c'est mi-novembre dans ces eaux-là. Oui, c'est encore une Early Access. Vous inquiétez pas, c'est pas la même team derrière Assetto Corsa Rally que derrière Assetto Corsa Evo. Donc, il y a peut-être un monde où cette Early Access-là dure moins d'1 an. Mais en définitive, ce qui me va pas avec Formula One, ce qui ne me va plus, c'est que ils ont délaissé tout ce qui rendait le jeu charmant et fun, et qu'au final, c'est devenu une énième coquille corporate sans âme. Et devinez quoi, les coquilles sans âme, ça peut quand même être bien. Parce que Assetto Corsa, par exemple, c'est ce que je considère comme une putain de coquille sans âme. C'est une sandbox absolue. Le mode le plus populaire pour Assetto Corsa, c'est un utilitaire qui permet de bypasser tout le jeu pour ne lancer que les courses. Et c'est libre, ou ce que tu veux. C'est un utilitaire qui te permet de reparamétrer le jeu pour faire de lui le tien. Tu vois, moi, mon install Assetto Corsa, par exemple, elle est bourrée de charme, elle est adorable, elle est formidable à mes yeux. Pourquoi ? Parce que j'ai transformé le truc en un putain de rêve fiévreux. J'ai des GT3 qui ont des performances de Super GT, des Super GT qui ont des performances de l'MP1. J'ai des IA qui te wreckfestent le fion à tous les virages si je mets l'agressivité au max. Bref, j'ai décidé de faire l'Assetto, non pas la simulation pointue qu'elle pense être, mais juste un soft que j'aime lancer pour mon propre amusement. Formula One te laisse pas faire ça. Formula One ne te laisse pas faire de l'expérience la tienne. Soit tu joues au jeu comme ils t'ont dit qu'il fallait y jouer, soit t'y joues pas. Et quand tu regardes mon compteur d'heures sur Formula One 2021 par exemple, clairement celui auquel j'ai le plus joué, et que tu compares avec F1 25, ah bah tu
Question est vite répondue, hein. 2026 risque d'être capital pour Codemaster. Nouvelle gêne de voitures sous-entend qu'ils peuvent remodeler la conduite comme ils l'entendent. Ils ont aussi une opportunité pour retrouver un style, un charme et laisser tomber tous les artifices pour se concentrer sur une bonne expérience. Mais ils le feront pas. Ils le feront pas parce que des focus group auront réagi positivement à des artifices inutiles et sans profondeur. Ils le feront pas parce que des vieux cinquantenaires Rolex au poignet sont focalisés sur des marges de profit et savent très bien que dans 2, voire peut-être même 3 ans, Codemaster sera absorbé dans un autre studio et qu'il n'y a aucun intérêt à fournir des efforts et par conséquent des moyens financiers pour redresser la trajectoire d'une licence qu'on va de toute façon perdre. Ça pour dire, votez avec votre fric. Bref, c'était Clipidaclip. Prochaine vidéo Sim Racing, on parlera de matos, un volant qui m'a coûté que dalle sur AliExpress et qui pour l'instant, après seulement 2 semaines, ne me déçoit pas du tout. Et pour une fois, qui n'est pas une infraction de propriété intellectuelle. Bref, c'était Clipidaclip. Ciao. Wow.